Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation, spécialement Nicolas. Donc, je suis vraiment toujours ravi de participer à ce genre d'échanges parce que j'apprends beaucoup de choses sur l'édition malgré le fait que c'est mon domaine. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui commence à faire un peu beaucoup trop de bruit à mon sens, c'est-à-dire la thérapie génique. Donc, je pense que je vais passer assez rapidement. Donc, nos gènes sont dans le... Comment revenir pour avoir... Si la roche, voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment nos gènes sont stockés dans le chromosome et composés d'ADN, l'ADN qui est une molécule. En fait, toute notre vie est dictée par ces quatre bases de notre ADN. Et j'arrive pas à avancer. Voilà. Donc, notre ADN, si vous déroulez l'ADN de vos cellules, vous voyez que c'est quand même très impressionnant en termes de longueur, puisque vous faites plusieurs fois aller-retour Terre-Soleil. Et on peut le calculer assez facilement, en fait, en fonction du nombre de cellules dans le corps humain. Donc, c'est très impressionnant. Et il est impressionnant, mais il est quand même, il est compacté dans ce qu'on appelle... il est compacté grâce à ces histones dans des microdomaines. Et en fait, on peut déplier nos chromatines autant voulu. Quand un gène est nécessaire pour le développement, ben, il devient... pardon, j'ai un problème avec cette... Donc, quand un gène est nécessaire au développement, par exemple, on va le dérouler, là, va le dérouler pour le rendre accessible à la machinerie pour produire un gène de développement ou de multiplication des cellules. Et donc, une fois qu'elle est plus disponible, ben, elle est recompactée. C'est pour ça que la thérapie génique, il faut vraiment qu'on choisisse un temps temporel pour que l'ADN il soit décidément pour que l'ADN soit disponible. Donc, comment on peut... J'ai pris cette photo, il faut voir notre génome comme une grande bibliothèque comme celle-là, avec plein de livres, et chaque livre, c'est un gène, et donc dans le livre, il y a des pages, des phrases, et lorsque dans un livre, un paragraphe ou un chapitre, ou des fois même une lettre disparaît, ben, le sens du récit, il est déformé. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre génome. On a des petites lettres, 4 lettres, et là, il faut qu'ils soient dans un ordre bien défini, mais quand il manque ou changer, ben, les conséquences peuvent être plus ou moins graves pour la santé de la personne qui contient cette mutation. Donc là, je définis juste un changement de nucléotide, c'est une mutation. Donc soit on a une cellule, une protéine anormale qui peut devenir toxique, ou alors il n'y a pas de protéine du tout. Et dans les deux cas, on peut les traiter par thérapie génique. Donc c'est quoi la thérapie génique? Ça, c'est une schématisée de la thérapie génique. Maintenant, vous savez tous que le génome, on le connaît. Donc, lorsqu'on identifie les gènes défectueux, on peut le fabriquer à la paillasse. Ça prend 1 heure, je crois. Et on le met dans un véhicule, un vecteur, membrane artificielle ou virus qu'on a domestiqué, avec un GPS qui va décidément, un GPS qui va diriger ce véhicule vers la cellule qui en manque pour restaurer la fonction de la cellule. Et donc, avec la thérapie, on peut intervenir en fait à tous les stades de l'activité génique, à partir de la chromatine jusqu'à la transcription, la maturation des ARN. On peut également interférer avec la protéine, on peut la dégrader ou l'augmenter sa production en fonction de la pathologie, et on peut également accélérer sa dégradation lorsqu'elle devient toxique. Il y a plusieurs façons de faire une thérapie. Il y a ce qu'on appelle thérapie de remplacement. En fait, on identifie les gènes défectueux, on peut le remplacer. On peut l'inhiber si le gène il a un gain de fonction
et la protéine produite, elle devient toxique pour l'organe en question. On peut également ce qu'on appelle des corrections. Ça, c'est la correction in situ avec le système CRISPR qui est maintenant très, très utilisé et très efficace. Et on peut également utiliser la thérapie comme un moyen de protection. On peut très facilement imaginer un implant cochléaire dont les électrodes sont enrobées de particules virales qui produisent un neuroprotecteur qui permet aux neurones de rester vivants longtemps pour pouvoir répondre aux stimulus de l'implant cochléaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle la thérapie kamikaze. On peut trafiquer un virus qui va nous produire un gène qui va, par exemple, les cellules cancéreuses, qui va produire un produit toxique et qui va cibler juste les cellules cancéreuses. C'est très souvent utilisé dans le traitement des cancers. Et on peut également utiliser un marqueur dans les cellules pour pouvoir produire un épitope qui est reconnu par notre système immunitaire, c'est le système de la fabrication du vaccin, et la cellule est attaquée par le système immunitaire et dégradée. Et ça, je pense que c'est l'avenir des vaccins maintenant. Les vaccins ARN sont très peu chers et très faciles à manipuler, à changer, à adapter à l'évolution de la pandémie en question, que vous savez tous, durant le Covid. Ce qui m'a gêné un peu, c'est plutôt, on parle de Pfizer et des restes des boîtes qui ont fabriqué ces vaccins, et les gens croyaient que c'était une réflexion de 24 heures, et c'est pour ça qu'elle était... En fait, ils ont oublié de mentionner que les tutelles publiques, ils ont investi pendant des années pour maîtriser toute la biologie et la génétique des virus pour arriver à une rapidité de fabrication de vaccins. Et c'est dommage qu'on n'a pas été souvent souligné. Et donc, avec la technologie que nous avons actuellement, on peut réécrire le génome réellement, en théorie. Bien, on a les outils pour le faire. Je donne juste un exemple. Si c'est une maladie, ça n'a rien à voir avec l'audition, mais c'est vraiment, je vous montre la force d'une mutation génétique, qu'est-ce qu'elle peut faire comme conséquence. Là, vous savez tous, c'est la progéria. Et vous avez juste un changement d'une cytosine à une thymine. Et vous avez vu, ça se traduit par un vieillissement très rapide, et ces enfants, ils meurent à peu près à l'âge de 14 ans. Et donc, la thérapie génique, elle est venue à leur secours grâce à David Liu. C'est pas un ami, mais un copain que je connais depuis longtemps. Je pense, pour moi, c'est le prochain prix Nobel en médecine. Donc, il a fabriqué, il a réussi à corriger cette mutation thymine en cytosine en utilisant le système CRISPR. Comment il l'a fait? Donc, il a utilisé la Cas9, tu sais, la protéine bactérienne en fait, que la bactérie utilise pour dégrader les virus qui l'infectent. Ce qui est intéressant, en fait, génial avec cette protéine, c'est qu'on peut la programmer. C'est-à-dire qu'on peut la fabriquer à façon pour cibler n'importe quelle séquence dans le génome. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait ici. Ça, c'est la Cas9, le bleu. Et il l'a dessinée pour qu'elle puisse cibler vraiment cette région. Et il a rajouté ce qu'on appelle un bézidine, c'est un correcteur de base d'ADN, avec une nicase ici, une nicase qui coupe l'ADN en un bleu brun, et puis une désaminase ici, en rouge. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est que ce qu'il a fait, c'est transformer d'abord cette adénine en guanine par la désaminase ici en rouge, et comme cet appareillement il est instable, donc la nature en fait elle va pas l'accepter, il va être déstabilisé. Donc ce qu'il a fait, il a rajouté ce qu'on appelle cette nicase là, celle-là, et elle va couper cette brin qui est pas naturel parce que la guanine elle paraît toujours avec les cytosines, d'accord? Et comme c'est naturel, en fait, l'enzyme cellulaire, en fait, il va attaquer ce brin, il va le couper. Et le système naturel de la cellule, il va reproduire une cytosine en face en face de la guanine. En fait, c'est juste le système cellulaire qui va fabriquer l'appareillement correct. Et il y a un essai clinique en cours à Harvard. C'est clinique. Il a généré des modèles de souris qui reproduisent la maladie, et le résultat a été vraiment impressionnant. Et les patients, ils sont en phase clinique dans la région de Boston. Donc ça, je vais passer vite parce que
c'est juste les vecteurs qu'on utilise pour cibler les organes d'intérêt. Ça doit être viral ou protéines artificielles ou même plasmide nu. Ce qu'on utilise fréquemment chez nous, c'est plutôt les adénovirus associés qui sont très, très petits et pas très infectieux. Juste pour c'est des virus en fait domestiqués. En fait, on manipule le virus pour qu'il s'arrête à ce niveau-là. Donc, il va infecter la cellule cible qu'on souhaite et il ne va pas se multiplier. Et on va remplacer son génome par le gène d'intérêt qu'on veut livrer à la cellule d'intérêt. Et c'est ce que nous avons fait dans plusieurs surités. Là, c'est juste un résumé des travaux précliniques utilisant ces virus. C'est vraiment un virus très populaire. Et donc, la question, enfin, je veux dire que le titre, elle n'est pas de moi, elle est de Nicolas, donc je me suis adapté à son titre, c'est-à-dire la thérapie génique, c'est pour qui? Je pense que c'est pas à vous que je vais apprendre c'est pour qui. D'abord, il faut que la surdité doit causer par un gène monogénique. C'est plus facile de corriger un gène que plusieurs. Et puis, il faut identification clinique, type de surdité, neurosensorielle ou neuronale. Il faut aussi histoire familiale. Et puis, les tests audiologiques dont on parle très bien ici, que j'ai appris plein de choses. Et puis, les analgésiques qui en suivent. Et puis, il faut aussi le stade de la perte auditive. Si on veut corriger une surdité, il faut arriver à un moment où l'organe est réceptif pour le gène thérapeutique. Si on traite l'oreille interne et la cible n'est pas là, donc ça sert à rien. Donc il faut absolument que ça soit étudié le stade de la perte auditive et l'intégrité de l'oreille interne. Et puis il y a la période critique aussi. J'ai oublié d'en parler parce que vous voyez, il y a une période critique pendant laquelle la plasticité centrale est figée. Et même si on fait le traitement après cette période, la thérapie a peu de chances d'aboutir. Et évidemment, il faut corroborer tout ce qu'on a trouvé chez les patients par un modèle murin qu'on modifie génétiquement. Je précise, je tiens à signaler que Simani, peut-être dans les prochaines années, on ne pourra plus le faire parce que je ne sais pas si vous avez croisé le projet de loi qui taxe chaque souris 50 €. Moi, j'ai déjà un budget annuel de 90 000 €. Donc, si on me taxe de 50 € la souris, je crois que je ferai les manips sur nos étudiants ou sur nous-mêmes pour pouvoir avancer. Mais j'espère que ce projet de loi va être rejeté parce que c'est vraiment inquiétant pour toute la recherche française parce que tous les pays européens, ils n'ont pas une telle législation en cours. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait, c'est un schéma qu'on a suivi pendant 30 ans. Et on part des patients, on identifie l'ADN, l'analyser, trouver la mutation, générer la souris mutante qui va devenir une source inépuisable d'oreilles et de tissus, parce que on ne peut pas faire ça chez l'homme, ce qui nous permet en fait d'avoir le phénotype exact, précis de la surdité. Et là, en ce moment, on est en train de faire la thérapie génique, c'est-à-dire glisser un modèle, on est en train de le traiter par thérapie pour restaurer l'audition. Donc ça, c'est mon équipe que j'ai passé rapidement. Et là, cette diapo, quand je l'ai projetée il y a une dizaine d'années, c'était presque de la science-fiction. Il y a peu de gens qui croyaient. Mais en fait, c'est devenu une réalité. Je pense que Nathalie va en parler après moi. C'était en fait, ça c'est juste les relevés de la presse pendant cet essai clinique que tout le monde en parle, où nous sommes impliqués. Je pense que Nathalie va parler beaucoup de ça en détail. Mais par contre, on oublie souvent que cet essai clinique, les racines datent de très longtemps. On a commencé ce projet en 1999, on identifie le gène responsable de la surdité de FNP9. Et puis en 2006, on a généré le modèle murin qui nous a permis
que le défaut de ce gène, il provoque une synaptopathie auditive. Et puis, le papier 2019, où on a apporté la preuve du concept qu'une souris sourde, elle peut retrouver l'audition si on transfère le gène par thérapie génique. Ici, par exemple, ça, c'est une oreille de souris sauvage avec l'autophéline en vert ici qui exprime spécifiquement dans le cilié interne, et il a une audition normale quand l'autophéline est là. Quand l'autophéline est... Donc ça veut dire, enfin je pense que vous connaissez ça, ça veut dire que les connexions entre la cochlée et les voies ascendantes du système auditif sont fonctionnelles. Mais par contre, quand il n'est pas là, quand on a éliminé quand on a éliminé l'autophéline de l'oreille interne, il n'y a plus d'autophéline dans le cilié interne, donc la souris développe une surdité profonde. Vous voyez, les tracés abaires sont complètement plats. Ça veut dire que la connexion entre l'oreille et les voies ascendantes, c'est complètement figé et non fonctionnel. Et nous avons posé la question après, est-ce que si on prend cette souris sourde ici, qui est des audiogramme plats, et on délivre le gène en le fabriquant sur la paillasse, hein, et si on l'administre à l'oreille qui est complètement sourde, il n'y a aucune connexion, est-ce qu'on peut restaurer le circuit auditif de la cochlée jusqu'au cortex auditif? Et la réponse est oui, puisque cette souris traitée à 30 jours, on a réussi à exprimer le gène thérapeutique uniquement dans les internes, donc il n'y a pas de off-target, comme on dit en anglais, il n'y a pas d'expression non spécifique, et on a une restauration des signaux auditifs chez cette souris-là, comparable à la souris sauvage. Donc ça veut dire en fait que, malgré le fait que le système nerveux central elle a été privée de signaux sonores pendant un certain temps, lorsqu'on remet la machine en marche, ça réveille aussi non seulement juste la fonction de la cochlée, mais également les voies ascendantes. Je ne sais pas si j'ai combien de temps. Là. Et donc ça aboutit. Je pense que ça, ces données qui ont été produites à l'Institut Pasteur, CNRS et INSERM, ça a fourni la base du concept pour le projet RHU Audinav, où Nathalie est très impliquée dans ce projet, qui a abouti à l'essai clinique dont il va parler Ressa Audiogène. Et ce qui me perturbe un peu, c'est qu'on est très peu cité par les scientifiques américains, alors qu'ils ont utilisé notre preuve de concept, mais en fait, on n'est jamais cité. Ils passent directement du gène à la thérapie sans dire que la preuve de concept, qu'on peut inverser une surdité, c'est nous qui l'avons faite. Et chaque fois, je suis obligé de me lever dans un amphi comme ça. Je dis, écoutez, monsieur, le chercheur, vous avez raté un chapitre parce qu'il y a la preuve de concept qui a été fournie à Pasteur et ça serait bien que vous rendez à César ce qui appartient à César. Donc, ça, je le fais chaque fois. Ça, je vais laisser Nathalie parler de ça. Par contre, vous pouvez passer cette diapo, s'il vous plaît? J'arrive pas à la... Voilà. Donc, je veux dire par là que... non, parce que vous étiez trop vite, là. Donc, je pense que c'est là où il faut que je souligne ce point-là parce que il ne faut pas considérer la thérapie génique comme une thérapie miraculeuse, mais il ne faut pas non plus la dévaloriser. Je pense qu'il y a un juste milieu. D'accord. Et je pense qu'en ce moment, c'est plutôt rendre la thérapie comme la solution à tout, alors que c'est pas tout à fait le cas, puisque ça... oui, pardon. Une conclusion peut-être. Voilà, et donc ça c'est juste pour moi, parce qu'il y a aussi des problèmes éthiques qu'on rencontre. Et ça c'est pour les questions. Et ça... Ah. Donc voilà, c'est fini.